Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce webinaire qui portera sur le thème des systèmes de paiement instantanés et inclusifs en Afrique francophone. Je suis Anouche Bezelg, l'éditrice du portail FinDev en français, et nous organisons ce webinaire avec Africanenda. Comme vous le savez, en Afrique, beaucoup de personnes sont exclues financièrement, ce qui représente un défi majeur pour le développement économique et social du continent. Les systèmes de paiement instantanés inclusifs peuvent être une solution pour surmonter certains obstacles à l'inclusion financière. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les conclusions du rapport d'Africanenda sur ce sujet et discuter des défis et des opportunités pour les acteurs de l'écosystème des services financiers. Donc, avant de commencer ce webinaire, quelques petits rappels techniques. Donc, il s'agit d'une diffusion audio, c'est-à-dire que vos microphones resteront muets, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas participer. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à tout moment en utilisant la fonction chat. Et à la fin du webinaire, nous répondrons à ces questions lors de la session de questions-réponses. Pour être sûr que tout le monde voit votre question, n'oubliez pas de sélectionner tout le monde dans le menu déroulant lors de l'envoi de la question. Et enfin, l'enregistrement du webinaire sera envoyé par email à tous les participants. Donc, aujourd'hui avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir 3 intervenants experts du sujet. Il s'agit de Sabine Mensah, qui est directrice générale adjointe d'Africanenda, Jamililo Akobekto, qui est directeur Afrique de l'Ouest et du Centre pour Africanenda, et Andrea Bizès, qui est expert en inclusion financière et consultant indépendant. Donc, concernant le déroulé du webinaire, donc nous démarrerons par une discussion entre nos 3 panélistes, puis nous terminerons ce webinaire par une session de questions et réponses où ils répondront à vos questions que vous avez posées dans le chat. Donc, je vais maintenant commencer avec notre première intervenante. Il s'agit de Sabine Mensah, qui est donc directrice générale adjointe d'Africanenda. Sabine, est-ce que vous pourriez nous parler du rapport d'Africanenda sur les systèmes de paiement instantanés en Afrique de l'Ouest et qu'est-ce que nous apprend ce rapport? Bonjour Anouk et merci de me donner l'opportunité de partager justement plus d'informations sur ce rapport. Alors, ce que nous avons appris, c'est déjà que l'Afrique connaît une croissance spectaculaire au niveau des systèmes de paiement instantanés. En 2012, il y en avait 2. Aujourd'hui, enfin en 2021, lorsqu'on a fait donc l'état des lieux, on en avait 29. Sur ces 29, vous avez 26 qui sont des systèmes nationaux, donc au niveau pays. Quoique, ce n'est pas nécessairement 26 pays. Donc, c'est 26 systèmes qui sont dans 20 pays, parce qu'il y a certains pays qui ont plusieurs systèmes, notamment le Nigeria, le Ghana, le Kenya, l'Égypte et la Tanzanie. Vous avez aussi 3 systèmes qui sont régionaux, le système JMACP en Afrique centrale, le système TCIB dans la région SADC et bien sûr le système continental, le PAPS. Alors, je crois que ce que nous avons appris aussi, c'est que autant ces systèmes sont là, autant les transactions qui sont drainées par ces systèmes sont vraiment, c'est impressionnant. En 2021, lorsque nous on fait le point, on a à peu près 16 milliards de transactions traitées par ces 29 SPI qui sont en Afrique et qui représentaient à peu près une valeur de transaction qui est de 930 milliards de dollars américains. C'est quand même assez impressionnant. Ce qui est bien aussi de savoir, c'est qu'avant, il y a quelques années, il y avait des systèmes qui sont juste pour les systèmes bancaires, donc des SPI bancaires, on va dire, sur les 26 que vous avez dans les pays, on en a 9 qui sont des SPI bancaires. On en a 9 autres qui sont des SPI juste pour l'écosystème mobile. Et les 2 dernières années, il y a eu une ressurgence, une augmentation de systèmes que nous appelons multisectoriels qui facilitent l'interopérabilité entre les porte-monnaies mobiles et les systèmes bancaires. Donc, cela domine maintenant, il y en a 10 à peu près. Et puis, on a aussi un système qui utilise la monnaie numérique de banque centrale au niveau de l'état des lieux. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest dominent dans cet écosystème-là. Donc, sur ces 26 des systèmes nationaux, on en a à peu près 10 qui sont en Afrique de l'Est et on en a aussi à peu près 6 qui sont en Afrique de l'Ouest.
Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une démarche qui est en place et qui se construit au niveau de l'écosystème et aussi en Afrique de l'Ouest. Je pense que là où on a eu des surprises, enfin, on a eu des surprises, des bonnes, des meilleures, des bonnes, des mauvaises, ça dépend. Je pense que tout est une question de perspective. Mais je crois que le plus grand challenge que nous avons eu dans cet effort-là, c'est vraiment l'accessibilité des données pour nous permettre de pouvoir faire cette analyse-là, les données transactionnelles notamment, les données même sur l'état des systèmes, sur ce qui a été fait. Comment est-ce qu'on peut extraire ces informations-là et faciliter donc le partage d'expériences en Afrique sur ce que nous faisons? Ça a été le plus grand défi. Pour vous donner un exemple, sur les 29 systèmes que nous avons déjà répertoriés, nous n'avons trouvé aucune information sur les systèmes dans 7 pays. Aujourd'hui, nous sommes dans le processus de faire les recherches pour le rapport 2023. Nous avons donc décidé d'envoyer une lettre à toutes les banques centrales en Afrique, ainsi que les opérateurs de switch pour leur demander de partager les données pour nous permettre, on espère en tout cas, avoir plus d'informations cette année que l'année passée et pouvoir faire un rapport qui est encore plus riche. Une autre surprise, vraiment, c'est par rapport à la gouvernance de ce système de paiement instantané. Alors, pour vous dire, la gouvernance du système, en fait, définit les règles de collaboration de tous les acteurs qui participent à ce système-là. En général, les banques centrales supervisent la plupart des SPI en Afrique. À peu près 60% de ces SPI-là sont gérés directement par des banques centrales. Donc, dans ces régimes-là, la prise de décision, bien sûr, c'est au niveau des banques centrales, mais on a aussi remarqué que les décisions sont concentrées non seulement au niveau des banques centrales, mais aussi au niveau des banques commerciales. Même lorsque ce sont des partenariats publics-privés qui gèrent le système de paiement instantané. Et là, ça va plus loin. Même lorsqu'il y a des systèmes qui sont pris en charge par des associations du secteur privé, même dans ces systèmes-là, les décisions sont prises majoritairement par les banques commerciales. Donc, du coup, on remarque que l'écosystème FinTech Startup qui peut amener des solutions plus adaptées aux besoins des consommateurs qui sont exclus de l'écosystème financier, eh bien, ces structures-là, pour la plupart, n'ont soit pas accès ou n'ont aucun pouvoir de décision dans les règles donc, de ces SPI-là. Donc, ça, c'était quand même une surprise de notre côté. Et enfin, je pense que la dernière surprise que je veux ramener comme élément, en tout cas, que nous avons appris, c'est au niveau des cas d'utilisation. Donc, la plupart des systèmes que nous avons vus, c'est que les cas d'utilisation commencent par les transferts de personne à personne, essentiellement. Donc, il y a peu qui ont développé le transfert marchand, personne à marchand, et encore moins au niveau de la digitalisation des paiements du gouvernement. Donc, sur les 29 systèmes que nous avons répertoriés, nous avons à peu près 7 seulement qui ont la faculté de digitaliser les paiements du gouvernement à travers le switch. Donc, et ça encore, ça ne veut pas dire nécessairement que cette faculté-là est utilisée. Donc, c'est certain, l'ESPI a un grand essor en Afrique. Le processus est en marche. Il y a beaucoup de transactions qui sont drainées. Je crois que la question qui demeure pour nous, c'est de savoir est-ce que cet essor-là est accompagné avec l'inclusivité de ces systèmes-là et permet donc à la plupart des personnes qui sont exclues des systèmes bancaires et financiers formels de pouvoir utiliser ces systèmes de paiement instantané et de participer à l'écosystème numérique de telle sorte qu'on ne puisse laisser personne de côté. Voilà un peu un aperçu de mon côté au niveau de l'état des lieux, Anouk. Merci beaucoup, Sabine Mensah, pour cet état des lieux. Vous parliez d'inclusivité. Qu'est-ce que vous entendez par l'inclusivité d'un SPI et comment est-ce qu'on peut la mesurer? C'est une bonne question. Merci beaucoup, Anouk. Je pense que pour nous, en fait, c'est le numérique en soi n'est utile que s'il est utilisé par les personnes que nous ciblons. Donc, le niveau d'utilisation, les canaux qui sont disponibles, les services, donc ce qu'on appelle les cas d'utilisation qui sont disponibles et accessibles aux clients, et le niveau d'utilisation que l'on voit au niveau des différents marchés. Donc, lorsque nous regardons l'inclusivité, c'est vraiment au niveau fonctionnel, donc
d'utilisation et au niveau aussi de la gouvernance de ces systèmes-là, puisque c'est un système qui, a priori, est censé favoriser la collaboration de tous les fournisseurs de services dans cet écosystème-là pour pouvoir mieux servir les clients. Donc, du coup, les fonctionnalités essentielles à l'inclusion des clients finaux est un aspect de l'inclusivité et le nombre de participants au niveau national ou régional, dépendamment du SPI qu'on est en train d'analyser, et compte aussi également. Donc, pour nous, nous avons, Africanen a défini 3 niveaux d'inclusivité, on va dire, lorsque nous avons fait cette analyse-là. Donc, il y a quand même ce que nous appelons l'inclusivité de base qui vraiment montre que le système prend en charge donc les canaux qui sont les plus utilisés au niveau du pays, disons par exemple, voilà, pour la plupart, en Afrique, on est vraiment un continent drivé par le mobile. Donc, si vous avez un SPI qui est au niveau pays et qui n'a pas la faculté de faciliter des transactions interopérables au niveau mobile, donc on a quand même un problème. Donc, pour nous, l'inclusivité de base, au minimum, doit faciliter donc la prise en charge des canaux les plus utilisés au niveau du pays et aussi doit offrir des cas d'utilisation qui permettent que l'argent mobile a son utilité et que ce n'est pas seulement je mets dans un porte-monnaie, je le retire de l'autre côté. Donc, essentiellement, en plus du transfert de personne à personne, il faut aussi avoir le paiement marchand, par exemple, activé au minimum. Donc, ce que nous appelons le stade de base d'inclusivité de base. Maintenant, pour que un SPI passe de l'inclusivité de base au niveau de ce que nous appelons l'inclusivité avancée, il y a certains éléments qu'il faut prendre en compte. La première chose étant de faciliter l'interopérabilité des différents canaux au niveau du système. Donc, au moins, interopérabilité entre le porte-monnaie mobile, les comptes bancaires, les cartes ou tout autre canal qui est accessible et disponible au niveau de l'écosystème. Donc, il y a aussi le fait que non seulement il y a la partie d'interopérabilité, mais aussi en termes de gouvernance, il y a l'implication de la Banque centrale au niveau de la gouvernance du pays qui amène quand même le mandat d'inclusivité et les stratégies nationales d'inclusion financière ou régionale, dépendamment du système qu'on est en train d'étudier. Je pense aussi que l'autre partie de la gouvernance, c'est que non seulement il y a effectivement la Banque centrale, mais tous les acteurs du système financier ont accès et ont au minimum un degré d'influence sur les décisions que le SPI prend. Donc, parfois, comme je disais tout à l'heure en introduction, j'ai des SPI bancaires, des SPI mobiles, SPI multisectoriels, mais aussi accès à tous, que ce soit des fintechs, que ce soit les banques, que ce soit les institutions de microfinance, mais que tous ceux qui sont dans l'écosystème financier puissent avoir accès et puissent contribuer aux décisions qui sont prises en charge par le système. Il est aussi important que lorsque on est en train de mettre en place ces systèmes-là au niveau de stade avancé, c'est vraiment de voir dans quelle mesure la Banque centrale joue un rôle fédérateur et de facilitateur donc, de l'implication de tous les acteurs dans le système. Maintenant, les SPI peuvent avancer aussi à un niveau, ce que nous appelons l'inclusivité Mathieu, et qui est vraiment là où nous aspirons à aller et voir plus en Afrique, c'est un espace où non seulement il y a des cas d'utilisation, mais ce n'est pas juste le transfert de personne à personne, le paiement de factures de marchandises, mais vous pouvez recevoir des paiements du gouvernement, vous pouvez faire des paiements du gouvernement. Tous les cas d'utilisation sont élargis. Et pourquoi c'est important? C'est parce que si vous avez de l'argent numérique mobile, à quoi il sert si ce n'est que de faire tout ce que vous auriez fait avec de l'espèce, a priori? Donc, il y a cet élément-là, donc le cas d'utilisation qui est élargi, mais il y a aussi vraiment tout un mécanisme qui est mis en place pour protéger le consommateur, surtout les consommateurs les plus vulnérables. Parce que lorsque le système ne marche pas tel qu'il est prévu, quel est le recours du client? Est-ce que le client sait qu'il a un recours? Est-ce que ces recours marchent? Est-ce qu'à la fin, il va y avoir une solution pour le client afin qu'on puisse vraiment s'assurer que le service qui est promu délivre sur les attentes du consommateur? Et enfin, l'aspect qui vraiment va aider à mettre le SPI à l'échelle, c'est l'aspect ou le facteur coût, si je puis dire. Parce que
le système marche, c'est bien, les cas d'utilisation marchent, il est interopérable, mais s'il n'est pas abordable pour tous les clients, on se retrouve toujours avec une utilisation qui n'est pas optimale, on va dire. Et dans ce cas-là, on n'est pas en mesure d'aller à l'échelle. Donc, ça, ce sont des facteurs qui, pour nous, lorsqu'on arrive à avoir tout cela intégré au niveau d'un SPI, on parle donc de SPI qui arrive à l'état d'inclusivité mature. Maintenant, c'est pour dire, lorsqu'on a fait l'analyse pour nous au niveau des systèmes qu'on a répertoriés, la part de l'inclusivité n'est pas nécessairement la plus belle en Afrique. Autant on a 29 de ces systèmes-là qui sont actifs aujourd'hui, et en plus, il y en a 18 d'autres qui sont en processus de développement dans les pays. Il y a, pour nous, lorsqu'on a commencé, on a 13 systèmes qui ne sont même pas au niveau de base, d'inclusivité de base. Il y en avait 11 que nous ne pouvions pas évaluer parce qu'on n'a pas les informations disponibles, et il y en a 5 qui répondaient aux critères de stade avancé d'inclusivité. Donc, il y a beaucoup de travail à faire encore en Afrique sur l'inclusivité de ce système-là pour s'assurer qu'on ne laisse personne de côté à l'ère du numérique. Et je pense que c'est peut-être la bonne occasion pour moi de repasser la main pour peut-être entendre plus d'informations sur un exemple de SPI qui est à ce stade-là. À toi, Anouk. Tout à fait. Merci beaucoup, Sabine Mensah, pour cet éclairage. Si vous avez des questions pour Sabine Mensah, vous pouvez les poser à tout moment dans le chat. Je vais maintenant laisser la parole à Jamililo Akupeto, qui est donc directeur Afrique de l'Ouest et du Centre pour Africanenda. Ce dernier va nous parler du modèle du Ghana, qui est l'un des plus matures de la région. Jamililo, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le Ghana, s'il vous plaît? Merci à nous pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous pour partager l'expérience du Ghana en matière de déploiement de systèmes de paiement. Mais pour parler déjà du Ghana, il faut situer le contexte. Je voudrais présenter un peu l'historique du Ghana. Le Ghana, comme d'autres pays dans la sous-région, a dû faire face à un certain nombre de problématiques d'inclusion financière, mais aussi du fait que l'économie ghanéenne était majoritairement dominée par l'utilisation des espèces. Alors, le Ghana a décidé de mettre en place un opérateur, donc KIPS, qui va être chargé justement d'installer le système de paiement et de s'assurer que ce système de paiement est interopérable et favorise l'utilisation d'autres mécanismes de paiement. KIPS a été mis en place en 2007. Et la première initiative de GIPS était la mise en place de EaseReach. EaseReach, c'est un système de cartes interopérables. C'est des cartes à puce qui permettent en fait à un certain nombre de banques qui ont été agréées, qui permettent à leurs usagers de pouvoir utiliser ces cartes interopérables dans divers guichets. Donc, c'est le stade de base de l'interopérabilité au niveau du Ghana. Alors, très vite, ils ont compris qu'il fallait aller au-delà de ça. Et GIPS a mis en place ce qu'ils ont appelé le GS-Link et qui, en réalité, permettrait en fait aux usagers de pouvoir utiliser beaucoup plus de canaux. Alors là, on était en train de parler des gaps, mais là, on est allé plutôt vers d'autres types de canaux, notamment les POS avec ces cartes, les paiements peuvent être effectués au niveau des terminaux de paiement, mais aussi ces cartes peuvent désormais être utilisées au niveau des interfaces web. Donc, ils ont simplement remplacé l'usage des cartes internationales que l'on connaît par des cartes nationales qui peuvent être adoptées par les usagers des différents banques. Ils ont compris, après 2012, qu'il faut aller encore au-delà de ça. Et c'est pour cela que GIPS a mis en place GIP. Alors, GIP qui a été mis en place a permis en fait d'élargir le niveau d'interopérabilité et d'aller au-delà de l'usage seulement des cartes et en intégrant donc les banques directement. Donc, les comptes bancaires ont été intégrés et ça permet d'office à tous les usagers de ces comptes bancaires désormais de pouvoir faire des transferts entre différents comptes et dont l'interopérabilité a été complètement élargie au niveau du secteur bancaire. Alors, bien sûr, on a vu l'expansion de l'écosystème du mobile money. Et donc, GIPS a mis en place l'interopérabilité entre les opérateurs mobile money au niveau en 2018. Donc, l'interopérabilité au niveau des opérateurs a été mise en place en 2018, mais on a compris en fait qu'il faut continuer à faire évoluer le système et c'est pourquoi en 2020, GIPS a mis en place le solution de QR code, en fait, qui permet en fait aux commerçants, qui permet de faciliter tout ce qui est paiement marchand. Donc, désormais, on donne la possibilité aux clients,
compte tenu d'un certain nombre de difficultés qu'ils ont lors des transactions marchandes, en fait, de pouvoir simplement scanner le QR code qui sera fourni par le marchand. Et aujourd'hui, depuis 2022, on a une solution un peu plus accomplie, un peu plus définie pour les banques qui consiste en fait à permettre à toutes les banques en fait d'opter pour les solutions de portefeuille bancaire. Alors, je peux aller sur la slide prochaine. Alors, pour expliquer un peu la façon dont le GIBS a été structuré, je voudrais juste insister sur le fait que, au-delà du fait que la position de valeur a été, on a mis l'accent sur une position de valeur forte pour le consommateur, GIBS a utilisé un certain nombre de principes, et je vais revenir un peu plus tard dessus, qui sont des principes qu'on appelle level 1. Alors, utilisation de plusieurs cas d'usage, donc plusieurs cas d'usage, on a le paiement tout P2P, mais on a aussi d'autres types de paiements. Tout à l'heure, Sabine présentait, on a vu qu'un des défis qu'on a au niveau de l'Afrique, c'est que les systèmes de paiement qui existent ne permettent pas d'intégrer tous les cas d'usage. GIBS aujourd'hui a intégré tous les cas d'usage et pas justement les transferts transfrontaliers. Au niveau des canaux, le système GIBS a intégré tous les canaux possibles. Donc, que ce soit des canaux d'argent, que ce soit des canaux USSD, que ce soit des canaux d'APP, tous ces canaux ont été intégrés dans la solution de GIBS. Et au niveau des participants, GIBS s'est assuré que le système soit le plus inclusif possible. Et donc, autant nous avons la Banque centrale et les banques commerciales comme participants directs, mais on s'est assuré que les opérateurs d'argent mobile, mais aussi les fintechs et les sociétés d'épargne de crédit, donc du secteur de la microfinance, soient intégrés, mais en tant que participants indirects. Alors, au niveau des flux de transactions, comme vous le voyez à l'écran, en fait, aujourd'hui, quel que soit le type de transaction que l'usager veut effectuer, que ce soit une transaction de banque vers un compte opérateur mobile ou l'inverse ou de banque à banque, le dispositif a été donc mis en place pour qu'au travers d'un certain nombre de systèmes mis en place au niveau de GIBS, mais aussi DH-Link dont j'avais parlé ou de la plateforme MMI pour les opérateurs, que la transaction puisse être effectuée de bout en bout pour permettre à quelqu'un d'envoyer de l'argent et d'autres, une personne de recevoir cet argent de façon instantanée. Merci beaucoup, Jamil Nino, d'être revenu donc, sur l'exemple du Ghana. Donc, quelles sont les leçons à tirer de l'expérience ghanéenne en matière de développement des systèmes de paiement interopérables pour les autres pays de la région? Et comment est-ce qu'on pourrait transposer donc, cet exemple dans d'autres pays? Alors, c'est intéressant cette question. Tout à l'heure, Sabine parlait de l'inclusivité et je pense qu'elle a noté que le Ghana est un bon exemple en matière d'inclusivité. Alors, il faut souligner aujourd'hui que le Ghana est considéré comme un pays, un marché à un stade avancé en termes d'inclusivité et simplement parce qu'en fait, tous les critères de base en termes d'utilisation d'un canal USSD, en termes de transactions telles que les transactions de personne à personne ou les transactions de paiement machin sont intégrées. Ça, c'est déjà la première réalité. L'autre chose, c'est que le modèle qui a été mis en place, c'est un modèle qui n'est pas seulement orienté vers les banques, mais qui s'assure que tous les autres acteurs, qu'ils soient fintech, qu'ils soient microfinance, sont intégrés dans le système. Donc, on est vraiment dans une approche d'inclusivité élargie à l'ensemble des acteurs de l'écosystème de paiement. Enfin, le mode de gouvernance qui a été mis en place, c'est un mode de gouvernance inclusive. On s'est assuré que sous tutelle de la Bank of Ghana, qu'on s'assure qu'il y a une certaine forme d'équité dans le traitement de tous les participants au système. Alors, il faut aussi noter, vous pouvez passer au slide prochain, s'il vous plaît. Alors, il faut aussi noter, en fait, que le Ghana n'a pas décidé de changer tous ces systèmes. J'ai présenté un peu l'historique au niveau de Ghana. C'est ce qu'on appelle en fait, cette interopérabilité totale a été mise en place et facilitée par ce qu'on appelle le triangle de l'inclusion financière. Et donc, on a eu un certain nombre de plateformes. Ils n'ont pas simplement décidé de supprimer les plateformes. Ils ont simplement constaté que pour créer une certaine forme d'évolution, il ne faut pas supprimer les plateformes qui ont été déjà mises en place, mais il faut venir à chaque fois créer une nouvelle plateforme et créer des interconnexions au niveau de cette plateforme. Donc, j'ai présenté un certain nombre de plateformes. Vous voyez, par exemple, la plateforme des opérateurs. On n'a pas demandé à ce que les opérateurs soient directement intégrés à la plateforme des banques. Il y a une plateforme pour les banques, il y a une plateforme pour les opérateurs et la plateforme qui a été utilisée comme switch entre opérateurs et banques qui a été maintenue. Et donc, cela forme un triangle qui a permis, en fait, de faciliter cette évolutivité. Donc, le Ghana a compris aussi
qu'il n'a pas besoin d'une solution parfaite tout de suite. Il faut le faire pas à pas. Donc, le Ghana a construit cet écosystème de façon très progressive. Alors, en termes de leçons qu'il faut retenir de la success story ghanéenne, je vous ai déjà dit qu'il est essentiel de fixer les règles claires pour ne pas nuire à l'expérience client. Au Ghana, ils ont d'abord pensé qu'on pouvait intégrer certaines institutions qui allaient soit juste envoyer de l'argent ou simplement recevoir de l'argent. Et très tôt, ils ont compris que cela nuisait à l'expérience client. Donc, ils ont défini des règles claires et pour être intégré en tant que participant, il faut forcément être en mesure de permettre l'émission et la réception d'argent. Ensuite, comme je l'ai dit, le modèle de plateforme à plateforme qui a été mis en place a vraiment permis de faciliter même l'adhésion de l'ensemble du secteur. J'ai présenté les cas d'utilisation, les différents canaux qui sont utilisés. Je pense que la superposition de tous ces nombreux services aussi a facilité d'une certaine façon l'accès et l'adoption parce qu'on a laissé une vraie panoplie de choix à l'usager. Enfin, je voudrais juste rappeler que la structure de propriété telle que j'ai présentée en disant que la Banque du Ghana, la Banque centrale, tout cela était fait sous tutelle de la Banque centrale, ça permettait de maintenir l'intérêt public et bien évidemment, je voudrais insister sur le fait que les rails étaient vraiment mis en place. Ce qu'on constate sur plusieurs marchés, c'est que les rails ne sont pas forcément en place pour pouvoir promouvoir une certaine forme d'adoption du paiement numérique. Et donc, tout ce que ce soit en termes de qualité du réseau, que ce soit en termes de capillarité du réseau de distribution, que ce soit en termes d'alphabétisation numérique, le Ghana a construit pas à pas son succès. On dit souvent que Rome n'a pas été construit en un jour, Gibbs n'a pas aussi été construit en un jour. Ils ont vraiment compris, ça a été une dizaine d'années pendant laquelle on a vraiment construit pas à pas ce système. Et aujourd'hui, quand on regarde l'impact au niveau des transactions, on voit ce qui s'est passé. Bien sûr, vous me diriez qu'en temps, il y a eu la COVID. La COVID a facilité l'adoption des transactions marchandes, mais ce n'est que la résultante, en fait, de tout cet effort qui a été fait au niveau de GIP. Quand vous regardez un peu les chiffres que vous avez, vous voyez que vous avez à l'écran, vous voyez qu'en 2017, on n'avait quasiment rien en termes de transactions sur le système GIP. Aujourd'hui, on est en train d'aller, en 2021, on était déjà autour de 38 millions de transactions pour un total d'environ 4 millions de dollars, 4 000 millions de dollars, effectués sur ce système. Donc, en fait, ça veut dire quand même qu'on est en train d'aller. Et ce qu'on voit en termes de tendance, c'est que dans les années qui viennent, avec l'intégration des nouvelles fonctionnalités, notamment le QR code, on devrait réellement aller vers une vraie transition vers les économies cashless. Anouk? Merci beaucoup, Jamil Dino, pour ce retour sur le Ghana. Donc, à la lumière du rapport d'Africanenda, l'Afrique de l'Ouest ne compte que le Ghana comme pays ayant déployé des systèmes SPI qui sont à un stade avancé d'inclusivité. Je voudrais maintenant laisser la parole à Andrea Bizès, qui est un expert en systèmes de paiement digitaux. Andrea, est-ce que vous pourriez partager avec nous votre perspective sur l'écosystème en Afrique du Nord et quels sont les principaux obstacles au déploiement de systèmes de paiement instantanés dans cette région en particulier? Andrea, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour à tous et désolé, j'étais déconnecté. C'est les aléas un peu du direct, on va dire ça. Donc moi, je remercie beaucoup mes confrères pour avoir planté un peu le décor et ensemble, on va reprendre plusieurs choses. La première, c'est comme ça a été dit, finalement, le paiement, c'est le début de la transformation digitale dans beaucoup de pays. Si on peut résumer en 2 phrases, on va dire que la fintech, c'est la mère de toutes les startups. Donc, si le paiement inclusif, c'est le début des fintech, et ben finalement, le paiement inclusif, c'est un peu tout ce qui permet de créer de l'innovation dans chaque pays. Et donc, pour voir ça, après ce bel exposé sur l'état de l'Afrique et le Ghana, on va essayer de réfléchir en rapport de force. C'est-à-dire que, comme disait le président Bourguiba, ce qui est rentable dans un pays en voie de développement, c'est ce qui est visible à l'œil nu. Donc, si on prend, pour aller en complément de l'analyse de Sabine, la structure de régulation, les dynamiques de marché dans nos pays du Maghreb, donc je parle de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie et de la Libye. Première question, comme ça a été dit,
Est-ce qu'aujourd'hui, dans la gouvernance des switches qui prennent des décisions qui impactent le marché, il y a de l'inclusion? Eh bien, première surprise, c'est que dans la plupart des pays, en fait, on fait du neuf avec du vieux, c'est-à-dire que ce soit en Tunisie, en Maroc, en Algérie ou en Libye, la plupart des membres qui gèrent, on va dire, les switches nationaux sont des opérateurs bancaires établis ou des opérateurs mobiles. Et donc, forcément, ils n'ont pas tendance à faire de l'inclusion parce que l'inclusion peut impliquer pour eux une perte de marché, une perte de pouvoir de marché. Deuxième question qu'on peut se poser, toujours sur le rapport de force, nous avons la promotion du paiement mobile dans les différents pays. C'est une question qui m'avait été posée par Africa Nenda. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des pays où c'est même pas prévu. Si je prends le cas de la Libye ou de l'Algérie, c'est des choses qui n'ont pas été mises en place. Et deuxièmement, il y a des pays comme en Tunisie ou au Maroc où on a des associations, mais ce sont des associations qui font, on va dire, de la promotion marketing, pas véritablement de l'actionnabilité au niveau des tarifs et des standards techniques. Et donc, j'aurais tendance à dire que dans la plupart de nos pays du Maghreb, nous avons des choses qui ne bougent pas ou qui ne bougent pas trop. Troisième chose, parce que je vois que j'ai des questions de mes confrères marocains. Aujourd'hui, au Maroc et dans d'autres pays du Maghreb, nous avons un problème de fragmentation. C'est-à-dire que pour être inclusif, comme ça a été dit par rapport au cas du Ghana et en introduction, il faut un système de paiement mobile qui couvre, on va dire, le plus d'aspects. Je dirais même qu'il soit dédié, parce que dans les pays où ça marche, que ce soit le Ghana, le Kenya ou encore la Colombie, on a des systèmes de paiement dédiés, on va dire, à l'inclusion et non fragmentés. Je vais vous donner l'exemple du Maroc. Aujourd'hui, nous avons un opérateur qui s'occupe un peu de tout ce qui est les chèques et les virements, un opérateur qui fait la monétique, un opérateur qui fait le paiement mobile. Donc, pour arriver à l'inclusion financière, c'est quelque chose qui est terrible et voire impossible. Maintenant, deux autres choses, si on parle de rapport de force, dans la plupart des pays du Maghreb, la tarification et les standards techniques ne sont négociés que soit par la Banque centrale, soit par des GIE qui sont pilotés par les banques. Et donc, on va dire que ce que le régulateur va lâcher d'un côté, c'est la banque qui va le récupérer en mettant des standards techniques handicapants ou de l'open data ou des tarifs handicapants. Donc, pour aller au plus vite à la conclusion, je pense que si on veut de l'inclusion, on a 4 enjeux principaux. Premièrement, il faut libéraliser, démocratiser la création et le développement d'offres de paiement à des prix et des conditions d'accès inclusives, USSD, offline, etc., etc. Deuxièmement, il faut favoriser l'entrée, l'injection de nouveaux acteurs de paiement dans ce système. Troisièmement, il faut favoriser la digitalisation des paiements, que ce soit par l'obligation ou l'incitation. Et quatrièmement, il faut libéraliser la fourniture de services de crédit via le paiement. Pourquoi le Nigeria? Pourquoi le Kenya? Pourquoi le Ghana marche? C'est parce que les opérateurs de paiement investissent, parce que demain, ils vont faire du crédit. Et ça, c'est le point de départ de l'inclusion financière. Et si on a du paiement et du crédit, on a de la bonne fintech. Et si on a de la bonne fintech, on a un pays qui est innovant. Voilà pour la première partie de la question. Merci beaucoup, Andrea Lopez. Comment, vous parlez de ces défis, comment est-ce qu'ils peuvent être surmontés? Très bonne question. Je pense que pour répondre à cette question, on pourrait passer à la slide suivante et parler d'un cas qui est la Colombie, qui ressemble un peu à ce qui a été présenté en fait aussi par le Ghana. Alors, l'idée de départ est la suivante, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays, vous avez des systèmes de paiement à faible valeur qui correspondent à 80% de la consommation à 2/3 du PIB. C'est la slide d'après, si c'est possible. Si on prend le cas de la Colombie, qui résume un peu tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire plusieurs choses. Premièrement, il faut être capable de mettre en place des architectures dédiées à l'innovation et à l'inclusion. C'est-à-dire que ce soit au Ghana ou en Colombie, en fait,
on a pris l'architecture existante, mais on a fait en sorte d'injecter des agrégateurs de paiement, d'injecter des nouveaux PSP, d'injecter de nouvelles règles pour gérer toutes ces transactions, pour favoriser justement l'inclusion. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut faciliter la création et l'adoption de wallets, que ce soit en Colombie, au Ghana, au Kenya ou en Inde, en fait, par l'incitation ou l'obligation sur un tas de petites dépenses, on a poussé les gens à aller sur le digital. La Colombie, c'est intéressant. Pourquoi? C'est intéressant parce qu'on a dit que toutes les transactions qui étaient entre un commerçant et un consommateur, c'était des transactions de faible valeur et donc ça devait être digitalisé de manière inclusive. La troisième chose aussi qui est importante par rapport à tout ça, c'est qu'il faut que le régulateur ou l'État mette en place des tarifs d'acquisition compétitifs, des tarifs d'interconnexion compétitifs, des conditions de branchement au switch et au KYC compétitifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, ce qui nous tue, c'est que vous dites à un commerçant qu'il va perdre 3, 4, 5, 6% de sa marge sur une transaction. Donc, forcément, il ira vers du cash. Aujourd'hui, ce qui nous tue, c'est qu'une fintech va essayer de gagner de l'argent et un switch de paiement va lui donner un tarif de setup très élevé, un tarif de transaction très élevé. Et ça, c'est le régulateur qui peut nous aider à faire mieux. Aujourd'hui, ce qui nous tue, c'est d'avoir des règles de KYC qui, sous couvert de sécurité, nous compliquent l'innovation. Donc, voilà un peu les choses qui peuvent être faites pour aller mieux. Et je finirai avec deux exemples colombiens qui, je trouve, assez parlants pour nous, Africains. Donc, premièrement, grâce à cette réforme du système de paiement, on a pu créer une banque pour le secteur minier. Il faut savoir qu'en Colombie, le secteur minier est un secteur très informel. Il y a beaucoup de criminalité. Il y a aussi beaucoup de soucis d'échapper au fisc. Mais finalement, le gouvernement a proposé des wallets pour mieux intégrer ce secteur et faciliter l'adoption, que ce soit par des commerçants ou des clients. Deuxièmement, la Colombie est un exemple, c'est-à-dire qu'on a eu plus 8 millions de wallets qui ont été ouverts en moins de 4 ans parce qu'on a fait de l'agency banking qui a fait que en fait, le paiement inclusif devient le paiement de la porte d'à côté. Troisièmement, que je trouve assez intéressant en Colombie, c'est qu'on a mis en place des agences de scoring alternatifs. Une fois que vous avez le moyen de paiement, il faut pouvoir intégrer tout le monde pour aller vers du crédit. Parce que si vous intégrez tout le monde, c'est là où vous faites de l'inclusion. Tala au Kenya, qui est le roi avec M-Pesa de l'Instant Credit, aujourd'hui arrive justement à scorer ses clients et donc à démultiplier l'usage, l'adoption de ces moyens de paiement. Dernière chose, une fois que le paiement est plus inclusif, et là c'est aussi une opportunité que nous, Africains, on loupe, on peut faire plein de choses. En Colombie, aujourd'hui, des acteurs qui ont rendu le paiement inclusif, petit à petit, sont arrivés à vendre des appartements, des logements sociaux par des fintechs qui font du crédit. Aujourd'hui, vous avez aussi au Ghana, il y a une très belle plateforme qui s'appelle Geekmile. Vous êtes chauffeur, on va vous financer votre mobilette, votre formation, votre téléphone. On va vous donner un travail. Vous allez travailler par exemple pour Jumia et on va vous aider à mettre de l'argent de côté et à terme, vous allez ouvrir une petite boutique ou votre business. Donc, je suis ravi de voir que Africa Anenda porte le combat parce qu'encore une fois, ce sera mon mot de la fin, le paiement, c'est le début des fintechs et les fintechs, c'est la mère de toutes les startups et donc de toutes les innovations et les inclusions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Andrea Bizès. J'aimerais maintenant poser une question à nos trois panélistes. Comment voyez-vous l'avenir des SPI en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord, donc dans vos régions respectives, et quels seraient les éléments déterminants pour changer la donne? Donc, si vous le voulez bien, on va d'abord commencer par Sabine Mensah, puis après Jamelino et Andrea. Allô, Anouk, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien et on vous voit bien. OK, super. Je vais commencer là où Andrea nous a laissé. Pour moi, je vois un avenir radieux pour les systèmes de paiement instantanés en Afrique, un avenir plus inclusif
que là où nous sommes aujourd'hui et ça ne peut aller qu'en s'améliorant. Et pour que ça arrive, je pense que là où je commence et là où Andrea a laissé, il a si bien mentionné, c'est que pour moi, il est nécessaire que les contraintes réglementaires n'étouffent pas l'innovation dont on a besoin dans cet écosystème-là pour faciliter ces transactions et mieux servir les populations les plus exclues de l'écosystème numérique. Et pour ça, c'est un dilemme parce que pour le régulateur, il faut d'abord être au courant de ces nouvelles innovations-là, avoir au moins des benchmarks pour voir où est-ce que ça a marché, où est-ce que ça n'a pas marché, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour encadrer ce genre d'innovation et être ouvert à mettre un espace d'expérimentation qui permettrait à la fois à celui qui offre le service et au régulateur de pouvoir bien baliser les risques qui pourraient être impliqués dans ces nouvelles innovations-là. Donc, il est nécessaire qu'au niveau du cadre réglementaire, il y ait cette flexibilité ou en tout cas des alternatives. Certains régulateurs ont mis des sandbox en place, par exemple, comme un moyen justement de faciliter l'innovation dans les pays. D'autres, dans les systèmes anglo-saxons, ont utilisé des choses comme des lettres de non-objection où ils ont permis des innovations et ont attendu afin de voir comment est-ce que ces innovations évoluent avant de réglementer. D'ailleurs, c'est le cas de M-Pesa au Kenya historiquement. Donc, il y a cet aspect-là. Deuxième partie, pour moi, qui est de dire aussi non seulement faciliter donc l'accès à tous les fournisseurs de services de pouvoir interagir et pouvoir amener donc des innovations, mais c'est aussi en facilitant donc cette accessibilité et participation de tous les fournisseurs de services, on va faciliter une concurrence qui, enfin, va amener une réduction des tarifs et des frais pour le consommateur, parce que le facteur coût demeure clé. Cette digitalisation et ces nouveaux systèmes de paiement, quels qu'ils soient, et qu'on mette sur le marché, s'ils ne sont pas utilisés, ne sont pas accessibles, ne sont pas abordables, ne sont pas ceux-ci, ne vont pas faciliter la mise à l'échelle. Et cette mise à l'échelle est nécessaire pour les fournisseurs de services afin qu'ils puissent récupérer donc leurs investissements. Donc, c'est un pari plutôt gagnant-gagnant. Plus de concurrence, plus d'innovation et bien sûr des meilleurs tarifs pour les consommateurs. Le troisième point que je voudrais faire intervenir, c'est maintenant côté consommateur. C'est-à-dire qu'il faut non seulement qu'il y ait accès effectivement à ces systèmes-là, mais il faut aussi inciter l'usage. Donc, il y a le facteur coût, effectivement, mais il y a aussi des incitations. Lorsqu'on regarde dans le pays, le gouvernement étant le plus grand payeur et le plus grand receveur, la digitalisation des paiements du gouvernement, particulièrement les paiements sociaux, peut être un facteur d'inclusion énorme dans le pays. Ça peut être la première opportunité donnée à une personne défavorisée, une personne très pauvre de pouvoir avoir un instrument numérique et de pouvoir collecter donc ces paiements sociaux-là et on ose espérer donc le début du parcours au niveau de l'inclusion financière pour ces personnes-là. Donc, il y a un rôle de digitalisation au niveau national qui est nécessaire. On a vu des accélérations justement de cet agenda-là avec le COVID, justement, les pays qui étaient les plus préparés et qui avaient des systèmes qui leur permettaient de digitaliser les paiements sociaux ont pu en tout cas, s'assurer que les personnes recevaient ces paiements-là dans des conditions très dramatiques dans lesquelles nous avons tous vu comment il fallait survivre sans forcément être en contact les uns avec les autres. Donc ça, c'est un élément aussi. Et le dernier élément que je veux faire intervenir, c'est celui de la sécurisation des systèmes, la protection du client. Donc, il y a effectivement de plus en plus d'incidents de cybercriminalité, donc de systèmes pas fiables, ou en tout cas des systèmes qui sont fiables, mais qui ont été hackés, par exemple. Mais il y a aussi, côté consommateur, beaucoup d'incidences de fraude, d'utilisation du numérique. Donc, il y a des investissements à faire à plusieurs niveaux, celui étant l'éducation
financière, digitale, numérique, pour tout ce qui est de protection contre la fraude au niveau client. Et il y a aussi de s'assurer que les systèmes et tous les mécanismes qui sont mis en place contre les risques de cybercriminalité sont effectifs, mais surtout qu'il y a aussi un partage de ces expériences au niveau de tous les acteurs de l'Afrique pour qu'on puisse apprendre au fur et à mesure et se protéger mutuellement afin que ces systèmes qui sont censés favoriser l'inclusion des populations ne servent pas à des desseins néfastes à travers des cas de fraude qui vont en s'agrandissant. Donc, je pense pour moi, en fait, c'est ça, c'est vraiment comment est-ce que la réglementation peut permettre la concurrence, comment est-ce que la digitalisation des paiements au niveau national peut faciliter des incitations d'utilisation et comment est-ce que les fournisseurs de services, les fintech et tout autre de l'écosystème peuvent s'assurer que les produits et les services qui sont mis en place répondent bien aux besoins des consommateurs et qui sont accessibles et abordables. À toi, Anouk. Merci beaucoup, Sabine Mensah. Jamelino, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, je pense que c'est un bon point. Sabine disait que l'avenir est radieux. Je crois que je peux confirmer en tout cas que les conditions sont réunies pour assister à un vrai renforcement de l'écosystème du paiement sur l'ensemble du continent. Sabine a présenté l'état des lieux. On a parlé de 29 systèmes qui ont été déployés sur l'ensemble du continent. Mais on a aussi 21 systèmes qui sont en construction. Donc, d'ici quelques années, on aura une cinquantaine de systèmes de paiement qui existent sur l'ensemble du continent pour couvrir la cinquantaine de pays. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. On voit aussi un certain nombre de tendances. Parce qu'il faut tenir compte des tendances que nous voyons sur le marché. Les solutions open source qui sont de plus en plus développées, notamment pour faciliter les délais de développement et de mise en place des systèmes de paiement, mais aussi pour réduire les coûts d'investissement qui parfois constituent des obstacles. Je crois aussi que la pénétration le taux de pénétration des smartphones se développe. En Afrique aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent des smartphones. Donc, du coup, on a de plus en plus des solutions encore plus innovantes qui permettent une meilleure expérience client lors des transactions, notamment les solutions QR code qui de plus en plus sont intégrées systématiquement à tous les systèmes de paiement. Donc, je pense que les signaux sont ouverts. On voit de plus en plus d'innovations, mais aussi un vrai déploiement qui devrait pouvoir couvrir l'ensemble du continent. Après, je suis conscient sur le fait qu'il reste des défis. Et donc, si nous voulons qu'au-delà du déploiement, que nous avons des systèmes qui sont performants, il faut s'assurer que ces défis sont pris en compte et que des solutions concrètes sont apportées à ces défis. Et je ne vais pas répéter Sabine, elle a insisté vraiment sur les questions d'inclusivité. Je pense qu'il faut forcément plus d'inclusivité et donner la possibilité aux institutions non bancaires de jouer leur partition aux fintech, aux opérateurs mobile money et même aux institutions de microfinance qui parfois dans certains marchés sont un peu les parents pauvres de l'écosystème. La question de la réglementation, elle en a suffisamment parlé, je ne vais pas revenir dessus. Même la question de la gestion de la fraude, mais aussi le déploiement de solutions de cybersécurité. On voit de plus en plus aujourd'hui des modules de gestion anti-fraude, on voit de plus en plus de solutions de résilience contre les risques de cybersécurité. Donc, en fait, par rapport à tout ça, on voit quand même que cette solution doit être encore plus déployée. Et je voudrais quand même, pour finir, insister sur un point qui est pour moi extrêmement important, c'est la proposition de valeur. La proposition de valeur n'est pas seulement pour le participant, mais elle est aussi au final pour le client. C'est le client qui décide. C'est le client on peut avoir des systèmes qui ne sont pas utilisés. Donc, il faut s'assurer, si on veut promouvoir les usages, que de façon très nette, la proposition de valeur, l'expérience client soit bonne. Et quand je parle d'expérience client, c'est sur l'ensemble du parcours qu'on s'assure qu'au-delà des systèmes qui sont mis en place, on développe des parcours clients qui sont simples, on propose des solutions qui sont innovantes, on met en place des mécanismes. Sabine parlait de protection des clients. Elle passe notamment par la gestion des réclamations. Donc, tout sont autant de process et d'outils qu'il faudra pouvoir mettre en place pour que le client soit à l'aise au moment de faire sa transaction. Parce que si les systèmes sont en place, cela ne garantit pas l'usage de façon systématique. D'ailleurs, on a vu sur des marchés où des systèmes ont été déployés, mais l'usage reste vraiment faible. Donc, je crois que c'est par rapport à ça que je dois
fait le plaidoyer et finit en disant que les principes, les level one principles dont on en parlait, on a partagé quelques éléments en disant par exemple que le Ghana était conforme à certains de ces principes. Je pense que on doit, le prochain défi pour nous, ce n'est plus tellement en termes de mise en place de ces systèmes, mais s'assurer que quand ces systèmes sont mis en place, ils sont conformes à ces standards et qui sont justement, et qu'ils intègrent particulièrement les problématiques au niveau des segments les plus vulnérables. Parce que c'est de ça il s'agit. L'idée pour nous, c'est vraiment de surfer sur ces systèmes pour promouvoir l'inclusion financière et ça ne peut pas être fait justement sans la prise en compte de ces différents segments. Merci, Lino. Et donc, un dernier mot de Andrea sur l'avenir avant de passer à la session de Q&A pour répondre aux questions de l'audience. Oui, pour venir en complément, toujours dans la question de rapport de force. Aujourd'hui, le paiement inclusif est devenu un business case. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des groupes comme NTN, Safaricom, Vodacom, Orange, qui créent des fonds fintech à hauteur de 200, 300, voire 500 millions de dollars pour créer des nouvelles initiatives en Afrique. Donc ça, c'est un premier push. Deuxième push qu'on voit, quand vous prenez les fonds d'investissement privés, notamment américains, ils ont vu que le paiement inclusif permet de faire du crédit. Ils ont vu ça en Amérique latine et aussi en Asie. Et donc, ils sont prêts à investir. Troisième push, en fait, le paiement inclusif, c'est aussi le début de la démocratie. Dans beaucoup de nos pays, les gens ne sont pas identifiés, les gens n'ont pas accès aux services administratifs et donc on voit des bailleurs de fonds comme des gouvernements qui s'intéressent au paiement inclusif parce qu'ils se disent à partir du moment où j'ai quelqu'un qui adopte ce paiement inclusif, je peux l'identifier, je peux interagir avec lui, je peux le punir s'il fait des choses pas bien, je peux créer et lui donner accès à un ensemble de bouquets. Donc, par rapport aux questions de rapport de force, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a ces forces motrices, des opérateurs telco qui investissent lourdement dans le paiement inclusif et les fintech, des fonds d'investissement quand même comme Goldman Sachs ou autres qui s'intéressent au sujet et des gouvernements et des bailleurs de fonds qui voient que c'est l'avenir pour gérer d'une autre façon un tas de choses. Après, par rapport à la protection, c'est vrai que parfois on va très vite. Et aujourd'hui, par exemple, ce qu'on voit, c'est que ce soit au Kenya ou au Nigeria, le régulateur a fermé un certain nombre d'acteurs qui, sous couvert d'innovation, faisaient de la distribution de crédit à tort et à travers. Donc, c'est vrai que je dirais que l'innovation est un dragon qu'il faut savoir maîtriser dans les bons et dans les mauvais côtés. Et heureusement qu'il y a des gens qui font l'advocacy des populations les plus touchés et qui ont besoin d'inclusion. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Andrea Bizès, pour ce partage de connaissances. Donc, nous allons maintenant passer à la session de questions et réponses. Donc, on a beaucoup de questions dans le chat, mais vous pouvez encore poser vos questions pour nos panélistes en précisant bien à quel panéliste vous souhaitez vous adresser. Donc, j'ai une première question pour Sabine. Sabine, y aurait-il une raison particulière à l'exclusion de Bitcoin et son Lightning Network de votre étude, quand on sait que plus de 100 milliards de dollars de transactions y ont été effectuées en Afrique subsaharienne en 2022 et que le Bitcoin répondait à presque tous les critères de définition d'un IIPS, sauf celui sur le rôle d'une banque centrale dans la gouvernance? Merci beaucoup, Anouk. C'est une excellente question et la réponse pour moi est dans la question parce que c'est vrai qu'on a circonscrit la définition des systèmes de paiement instantanés qui sont pris en charge par ce rapport-là et l'un des critères étant que la Banque centrale est dans la gouvernance de ce système-là et c'est un système national ou régional. Donc, dans le cas du Bitcoin et le modèle en lui-même est un système qui n'est pas alimenté nécessairement par la Banque centrale et qui est autosuffisant. Donc, le fait qu'il n'y ait pas une banque centrale à ce niveau-là, il n'est pas pris en charge par le rapport. Par contre, vous avez un modèle de système de paiement instantané qui se développe sur la monnaie numérique de banque centrale, celui notamment du Nigeria, qui est dans l'état des lieux du rapport et on continue de voir quels vont être les développements au niveau du Ghana, par exemple, qui expérimente aussi avec la monnaie numérique de banque centrale. Donc, je espère que cela répond à la question. Merci beaucoup, Sabine. J'ai maintenant une question pour Jamelino.
Les freins à l'interopérabilité entre les SPI au niveau des pays de l'UMOA sont-ils dus à un problème de régulation ou de gouvernance? On ne peut pas parler de frein comment dire, à l'interopérabilité simplement parce que l'interopérabilité n'est pas vraiment réelle au niveau de la zone euro. Ce qu'il faut expliquer, c'est que, bien sûr, on a des ententes bilatérales entre certaines institutions, en majorité les opérateurs, qui ont décidé de créer une forme d'interopérabilité en différents pays. Mais la Banque centrale, la BCAO, est en train de travailler sur le système régional qui sera mis en place, donc un système de paiement régional inclusif et qui devrait pouvoir couvrir les 8 pays de l'UEMOA. Donc, par rapport à cela, on ne peut pas dire qu'il y a de frein, alors qu'on n'a pas encore mis de... Je pense qu'il faut qu'on attende de voir la mise en place de ce système et de voir un peu comment le marché se comporterait par rapport à ça. Et en fonction de ça, on avisera pour voir s'il y a encore des écarts, s'il y a des défis qui ne facilite pas l'usage, et par rapport à cela, on pourra savoir quelles sont les solutions qu'on pourrait développer. Mais je pense que tout est mis en œuvre aujourd'hui pour que très bientôt, un système soit opérationnel pour favoriser les transactions intrafrontalières au niveau de la zone, et c'est plutôt une bonne chose. Merci beaucoup, Jamelino, pour votre réponse. J'ai maintenant une question pour Andrea. Est-ce qu'avec le virement instantané au Maroc, nous pouvons avoir le paiement mobile démarre? Enfin, est-ce que ça peut lancer le paiement mobile? Très bonne question, qui était une question qui a été posée au début du rapport d'African Enda sur le Maroc. En fait, le diable est dans le détail. Aujourd'hui, le virement instantané va coûter 20 à 30% plus cher qu'un virement normal. Donc finalement, l'avantage que le client va avoir de faire l'opération, c'est-à-dire qu'il ne va pas attendre 3 jours la date de valeur pour recevoir l'argent, il va le perdre dans les tarifs. Et c'est là où on revient aux questions qu'a soulevées Jamelino sur comment on structure ces systèmes de petits paiements. C'est là où on revient aux questions de technique et de tarification. On peut offrir des services en plus, mais s'ils ne sont pas accessibles, que ce soit d'un point de vue technique ou tarifaire, finalement, moi j'appelle ça un peu l'effet déodorant. Ça sent bon, mais il n'y a rien derrière. Merci, Andrea. J'ai maintenant une question pour Sabine. Donc, selon votre expérience, quels sont les défis et problèmes résolus quant à l'inclusion de connectivité? Désolée, je me parlais à moi-même clairement. Alors, je veux m'assurer que j'ai bien compris la question parce que je vais l'aborder sur la partie connectivité que nous n'avons pas fait intervenir dans l'écosystème parce que nous étions plus focalisés sur le système de paiement qui sous-entend qu'au niveau connectivité, il y a eu quand même suffisamment d'efforts qui fait pour que les consommateurs puissent connecter au système de paiement quel qu'il soit. Je crois que pour moi, la beauté du mobile, c'est que avec le téléphone le plus basique, en tout cas s'il y a la couverture GSM, on peut faire des transactions financières à travers le USSD. D'aucuns diront que ce n'est pas forcément la plateforme la plus adaptée, particulièrement s'il y a des défis d'illettrisme et qu'effectivement une application avec des visuels et un parcours client intuitif peut être plus facile à utiliser. Mais cela veut dire aussi qu'au-delà de la couverture GSM, il y a aussi la connectivité Wi-Fi, data et qu'elle est non seulement accessible, mais abordable aussi pour celui qui l'utilise afin de pouvoir connecter à ces systèmes-là. Donc, si la question était dans ce sens-là, je dirais que nous espérons, et on peut le voir, hein, lorsque vous regardez les rapports de GSMA, par exemple, il y a eu beaucoup d'évolutions sur la connectivité. Néanmoins, il reste beaucoup de clients et des personnes, dépendamment des pays et de la pénétration du système GSM, qui restent toujours exclus de l'écosystème. Malheureusement, ça demeure un frein pour tout l'écosystème. Mais il y a des pays qui sont suffisamment avancés et je pense que les efforts vont continuer sur le continent pour ce qui est de la connectivité. Maintenant, lorsqu'on sort cette partie de l'équation, lorsque nous regardons au niveau des systèmes de paiement, on est vraiment en train de dire non seulement la connectivité donne l'accès, mais l'accès, ce n'est pas tout. Il faut qu'il y ait un usage. Et l'usage, ce n'est pas tout non plus. Il faut que dans l'usage, il y ait aussi une qualité du service qui répond aux besoins du client et
comme on l'a dit un peu plus tôt, lorsque ce n'est pas là, qu'il y ait des recours pour le client pour pouvoir y accéder. Donc, j'espère que ça répond à la question, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à clarifier la question dans le chat. Merci, Anne. Merci Sabine. Je voudrais maintenant passer à une question pour Jamelino. Est-ce que les coûts de transaction ont constitué un frein au développement des systèmes instantanés de paiement et comment les utilisateurs ont-ils réagi au début face à ces coûts? Alors, si on prend par exemple la zone Afrique de l'Ouest, il faut clarifier la problématique actuelle au niveau de notre zone, qui est d'abord une problématique, quand je prends la zone UEMOA par exemple, j'en parlais tantôt, qui est d'abord une problématique liée à l'inexistence d'un système qui intègre l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Bien sûr, il y a des initiatives en termes de paiement, notamment, qui ont été prises par divers acteurs. Et par rapport à ces initiatives, on a constaté qu'il y a un certain nombre de défis. Quand on prend par exemple les transactions marchandes, tout ce qui est relatif au paiement marchand, on a vu la difficulté que les acteurs ont eu à booster ce type de paiement ces dernières années, même si on a remarqué qu'il y a quand même une tendance à la hausse. Alors, est-ce que les difficultés sont liées au coût de transaction? On peut se poser la question de paiement. Vous avez un certain nombre de cas d'utilisation. Vous avez des cas d'utilisation tels que le P2P, dont les transferts de personne à personne, qui sont aujourd'hui possibles, même s'il n'y a pas une vraie interopérabilité autour. On a vu que, en fait, plusieurs études l'ont confirmé, que même s'il faut encore faire un effort au niveau de ces coûts, on a remarqué en fait que ces coûts, aujourd'hui, plus personne aujourd'hui ne peut plus se passer des opérations de type transfert mobile money dans la zone. Donc, on a constaté que même s'il faut encore faire un effort sur le coût, qui a d'ailleurs baissé ces dernières années, je pense que le plus important, c'est la proposition de valeur qui est faite au client. Par contre, on a eu des transactions telles que les paiements marchands qui n'ont pas pu réellement être boostés parce qu'en fait, il y avait justement un problème de business model. Alors ici, le coût, par rapport à l'usager, enfin au client, n'était pas le problème puisque quand un client fait une transaction de paiement marchand, il ne paie pas de frais. Mais le coût était plutôt au niveau du marchand, parce que c'est le marchand qui est facturé. Et donc, ce business model, en tout cas, a été très longtemps décrié, y compris par le marchand. Mais là encore, je pense qu'on ne peut pas parler de la problématique du coût sans la circonscrire par rapport à la proposition de valeur. Parce qu'en fait, c'est parce que le client, enfin le marchand, dans le cas d'espèce, estimait que la proposition de valeur qui était attachée au paiement marchand n'était pas suffisamment forte pour accepter de payer cette commission. Donc, je pense qu'il faut vraiment plutôt se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, quels sont les défis pour assurer une proposition de valeur forte qui permettrait justement aux clients, notamment de pouvoir accepter les coûts qui lui seront facturés dans le cadre de cette transaction. Enfin, je voudrais quand même insister encore, désolé de revenir encore une fois sur les principes, les level 1 principles, pour dire qu'en fait, ce qui est souhaité, c'est quand même qu'on ait des coûts les plus bas. Donc, tant que les coûts ne sont pas bas, tant que les segments les plus vulnérables ont des difficultés à faire des transactions en raison du coût, ça veut dire que nous n'avons pas complètement solutionné le problème. Et j'espère que nous en arriverons là où les transactions seront à des coûts très faibles, où le volume de transactions permettra maintenant aux acteurs de pouvoir assurer une certaine rentabilité, voire une certaine durabilité du mécanisme mis en place. J'espère avoir répondu à la question. Anouk, est-ce que je peux compléter ici un peu la question, Jamelino? Je pense que lorsqu'on a fait l'analyse des différents systèmes de paiement instantané sur le continent, j'ai mentionné la difficulté d'avoir accès aux données. Il y a certains éléments qu'on n'a pas pu analyser jusqu'au fond. Mais il y a certains systèmes qui, dans le design du système, et dans l'effort de collaboration qui est mis en place par le SPI, qui ont décidé qu'au niveau coût, ils vont juste se suffire de coûts qui vont pouvoir payer le coût de l'infrastructure et pas de profit au-dessus. Donc, ce qui fait que ça rend le coût de transaction le plus faible possible pour le client. Vous avez d'autres systèmes en dehors de l'Afrique, le système du Brésil, par exemple, qui, lui, a commencé d'office avec tous les cas d'usage qui sont actifs et qui a aussi décidé que le paiement lui-même, c'est vraiment une utilité du système et donc n'est pas est sans frais.
Par contre, les services à valeur ajoutée sont ceux-là qui sont maintenant facturés aux clients. Tout ça, des incitations qui permettent l'utilisation. Et d'ailleurs, ce système en particulier a vu un boom incroyable en l'espace de temps qu'il a été actif pour l'écosystème. Donc, il y a des leçons à apprendre et voir dans quelle mesure, lorsque ces systèmes de paiement instantané se mettent en place, de voir le business model et de voir comment est-ce qu'on peut créer des incitations pour l'inclusion du maximum d'utilisateurs clients qui, à terme, va amener justement une proposition de valeur pour tout le reste du système à travers une mise à l'échelle et une utilisation accrue. Voilà. Merci Sabine pour ce complément de réponse. J'ai maintenant une question pour Andrea. Comment peut-on éviter que les banques dictent les règles de fonctionnement et la tarification des switches? Est-ce que la Banque centrale ou les décideurs politiques ne peuvent pas prendre le lead de ces discussions? Dans la continuité de ce qui a été dit par mes confrères Jamelino et Sabine, en fait, il y a deux événements. Il y a l'événement générateur, c'est la loi, c'est-à-dire la loi qui va permettre de mettre en place ce switch, et après, c'est la pratique. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne fait pas ça, on fait avec. C'est-à-dire, on va faire avec les banques, on va faire avec les opérateurs télécoms, et c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Et pour parler un peu d'actualité de chez nous, aujourd'hui, c'est un peu comme la question de l'inflation. C'est-à-dire, si le gouvernement et les forces en présence sont d'accord pour avoir, comme dit Sabine, des coûts de connexion, d'usage qui sont accessibles, si on se dit que l'intérêt général est plus élevé que l'intérêt particulier, on peut arriver soit dans la loi génératrice qui met en place ce switch, soit dans la pratique à des choses qui sont positives. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire, on va dire, des pays émergents en termes de paiement, que ce soit le Ghana, le Nigeria, ou que ce soit le Mexique ou l'Indonésie, ça commence avec des gens qui investissent, on va dire, à perte. Et après, petit à petit, ça devient des MFS qui ont levé 500 millions de dollars au Nigeria. Et une fois que cette force émerge, les gouvernements commencent à se dire qu'il faut revoir les conditions dans lesquelles sont fixés les tarifs. Moi, je jette une cime ou une bouteille à la mer. Ce qui est dommage, c'est de se dire que par résistance nationale, on évite de faire des systèmes de paiement plus inclusifs, alors que, comme on l'a dit, demain, il y a des forces génératrices qui vont venir. On va subir ce qu'on a évité par Wave, on va subir ce qu'on a évité par d'autres opérateurs qui ont de l'argent à perdre pour rendre les conditions de marché meilleures. Et donc, c'est vrai que le paiement, c'est quand même un peu de politique, ou même beaucoup de politique. Merci Andrea. J'ai maintenant une question pour Sabine. Dans un contexte où de plus en plus de hackers ciblent les banques et institutions africaines, qu'en est-il de la gestion du volet risque de fraude pour ces 29 systèmes déployés? C'est une excellente question. Une que nous n'avons pas pu creuser malheureusement par rapport aux données qu'on avait et par rapport au fait qu'on était à la première édition du rapport. Donc, nous continuons notre plaidoyer avec les banques centrales ainsi que les opérateurs de switch pour pouvoir aller plus en profondeur lorsqu'on fait des interviews pour comprendre quels sont les mécanismes qui sont mis en place au niveau des systèmes pour protéger non seulement le système, la fiabilité du système, mais bien sûr protéger nous, les clients ou les consommateurs qui utilisent ces systèmes-là. C'est une excellente question. Ce que je pourrais apporter comme peut-être une piste à explorer, je pense qu'il y en a deux que je connais, deux projets régionaux qui sont en Afrique, qui travaillent justement sur la cybersécurité, la sécurisation des systèmes. L'un d'entre eux, c'est porté par Carnegie Mellon University à Kigali, qui est un de nos partenaires, où il y a vraiment des efforts qui sont faits pour tout ce qui est cybersécurité, partage d'informations, des formations et un réseau aussi qui permettent aux experts en la matière de pouvoir connecter et de poursuivre ces discussions-là. D'ailleurs, nous avons des experts en Afrique de l'Ouest qui sont vraiment très, très expérimentés en la matière. Il y en a quelques-uns avec lesquels nous avons travaillé justement, Jamelino, pour faire des formations. Je pense que c'est la question, la difficulté de la question, c'est que personne ne veut s'exposer. Donc, personne ne veut dire, voilà ce qui m'est arrivé moi. Mais pourtant,
il y a une nécessité parce qu'à travers le partage de ces informations-là, on peut renforcer le système de protection de tout un chacun, mais on peut surtout commencer à mettre en place des bases de données qui nous permettraient, en tout cas aux experts en la matière, de pouvoir créer des mesures de protection et des systèmes d'alerte précoces qui permettraient, même s'il y a un hacking du système, qu'il n'y ait pas de perte aussi substantielle qu'il pourrait y avoir. Mais ça demande une collaboration à un niveau où je ne suis pas en mesure de dire où ça en est parce que je n'ai pas suffisamment d'informations à la matière. Mais j'espère qu'avec les différentes versions du rapport, de plus en plus nous interagissons avec les différents systèmes, nous serons plus en mesure d'apporter des réponses à cette question. Merci. Merci. Donc, je vais poser une question à Jamel Lino et puis après, on posera une dernière question de conclusion. Donc, quel modèle de switch pour mettre en place un SPI entre les acteurs des écosystèmes béninois et nigérians, par exemple, sachant qu'il y a beaucoup d'échanges commerciaux entre ces pays voisins et qu'au Bénin, la devise utilisée est le CFA qui est fixe, tandis qu'au Nigeria, c'est le Naira qui fluctue. C'est bien noté et je suis particulièrement sensible à cette question parce que je suis béninois. Et je vois ces problématiques au jour le jour. Je vois les commerçants béninois, les braves dames béninoises aller chaque matin transporter du cash pour aller à Lagos, pour aller vendre ou acheter. Et donc, en fait, on sait qu'il y a une vraie problématique et qu'il y a un tunnel qu'il faut construire entre ces deux pays. Après, on a parlé un peu des défis de l'interopérabilité. Un de ces défis, c'est la question de la réglementation. Il faut forcément que la réglementation puisse permettre. Comme vous le savez aujourd'hui, toutes les initiatives au niveau de la zone CEDEAO, il y avait quelques initiatives qui n'ont pas pu prospérer justement à cause de l'obstacle réglementaire. Il faut que le régulateur puisse de façon très claire définir les conditions justement d'envoi d'argent d'un pays vers un autre dans une autre devise. Et c'est vraiment la difficulté qu'on a. Et je pense que le régulateur en est conscient. En tout cas, les acteurs institutionnels en sont conscients. C'est d'abord pour ça qu'il y a des initiatives qui sont en cours. Aujourd'hui, on a vu des initiatives, déjà, on a parlé du PAPS, qui est une initiative panafricaine. On a vu même au niveau de la zone CEDEAO aujourd'hui que la CEDEAO est en train de réfléchir sur une initiative qui consisterait justement à intégrer l'ensemble des acteurs des systèmes de paiement dans la zone. Donc, on devrait pouvoir connecter le Ghana à la Sierra Leone, on devrait pouvoir connecter le Nigeria au Bénin pour pouvoir le faire. Et je pense que c'est en cours, initiative en cours. Il faut pouvoir lever tous ces obstacles. Et comme je ne sais pas si vous l'avez su, je pense qu'il y a quelques mois, on était ensemble avec l'ensemble des banques centrales de la zone CEDEAO à Dakar dans le cadre d'un atelier. Et une des thématiques justement qui a été abordée, c'est comment créer justement ces conditions pour que ces transactions soient possibles. Le régulateur a un rôle à jouer, les États ont un rôle à jouer et c'est seulement après. Sinon, la mise en place d'un mécanisme, la mise en place d'une technologie, tout cela, c'est des détails. Il faut que les conditions réglementaires soient en place pour pouvoir le faire. Et ça va créer un vrai impact au niveau des transactions dans le secteur informel et carrément au niveau de la promotion de l'inclusion financière. Merci, Jamel Lino. Donc, une dernière question pour Andrea avant de passer à notre question de conclusion commune. Donc, Andrea, à part que l'innovation est un couteau à double tranchant, dans quel cas l'écosystème numérique peut tirer profit et dans quel cas le risque sera très élevé? C'est une question qui peut prendre plusieurs jours. Je pense que pour résumer tout ce qui a été dit aussi par mes confrères, déjà, on ne peut pas faire contre, on fait avec. C'est-à-dire l'innovation profite à tous quand on est inclusif. Donc, quand les gouvernements travaillent avec les fintechs, les startups, les banques pour rendre plus accessibles ces services, pour générer plus de services à valeur ajoutée comme le paiement de services publics ou l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, etc., etc. Donc, premièrement, c'est la collaboration, l'alignement des intérêts. Deuxièmement, je pense que l'innovation, c'est quand ça vous permet de vous projeter dans un autre futur. Aujourd'hui, nous avons Move, par exemple au Nigeria,
qui va vous permettre d'acheter une voiture ou de prendre une voiture en leasing, d'avoir un travail comme chauffeur de taxi et de prospérer. Nous avons des plateformes qui vous permettent de prospérer en tant qu'agriculteur. Donc, nous, Africains, nous avons des choses qui nous permettent de nous projeter ailleurs. Donc, il faut juste libérer ces énergies pour que les gens qui ont du talent et qui sont là puissent s'exprimer. Par rapport au risque, je pense que ça a été dit un peu par Sabine et Jamelilo, et je vais faire très, très court. Parfois, on va vite, et le problème, c'est que quand on va vite, on va endetter des gens sur des dépenses de consommation, et donc là, c'est la double peine, parce que c'est des gens qui sont déjà fragiles et on ne va pas les aider. Parfois, on va vite dans le sens où, si on prend la cybercriminalité, et malheureusement, vous avez une actualité géopolitique qui montre que ça devient un sujet important, on peut avoir des pays comme la Roumanie, pour ne pas citer un pays africain, qui deviennent des grosses organisations criminelles qui attaquent nos institutions. Donc, les risques, c'est ça aussi. L'autre risque dont on ne parle pas beaucoup, c'est quels sont les types d'États qui adorent, on va dire, tout ce qui est digital. En général, c'est les pays du Golfe, la Chine, on va dire des États où on a bien envie de vous contrôler. Et donc, ça aussi, c'est un risque. Mais voilà, qui ne tente pas sa chance, qui ne court pas son risque, ne tente pas sa chance, ou je ne sais plus comment on dit. Voilà, merci pour cette question. Merci. Et donc, une dernière question. Les mesures qui consistent à protéger les consommateurs, qui sont de plus en plus développées par les régulateurs, avec pour finalité la suppression de certains frais lors des opérations de paiement, est-ce qu'elles ne constituent pas des obstacles au développement du système de paiement instantané? Donc, est-ce que vous pouvez chacun votre tour répondre de façon succincte? On va commencer par Sabine, si ça vous va. Elle est difficile cette question, mais je vais vous dire que moi, je milite toujours pour le pauvre et pour le consommateur. Donc, ce sont des mesures qui vont fournir des incitations pour le consommateur à embrasser le numérique, à venir dans cet écosystème-là. Et si on a des propositions de valeur qui veulent vraiment mettre à l'échelle ces systèmes-là, alors le défi demeure pour les fournisseurs de services de pouvoir mettre à disposition des produits à valeur ajoutée qui sont pertinents pour les clients, qui, quand ils entrent dans l'écosystème à travers un système gratuit, seront prêts à payer pour les services à valeur ajoutée qui leur seront proposés parce qu'ils répondent effectivement à leurs besoins. Voilà pour ma part. Jamelino, tu veux enchaîner peut-être? Bien sûr, bien sûr. En fait, je confirme. Peut-être la passion pour l'inclusion financière. On ne peut pas faire de l'inclusion financière quand on n'a pas de tarifs abordables. Et encore une fois, j'ai insisté suffisamment pendant ma présentation sur les principes. Et les principes clés disent que les tarifs doivent être abordables, y compris pour les plus pauvres. Alors, moi, je dis souvent que la problématique n'est pas tellement une problématique du coût, mais c'est plus une problématique de volume. Parce que même si vous avez des coûts qui sont bas, et que vous arrivez à comment dire, driver, à avoir beaucoup de volume, en fait, à la fin, tout le monde développe une certaine forme de rentabilité. Et il vaut mieux plutôt se poser la question de savoir, est-ce que plutôt, si on agit sur les coûts, on n'aura justement pas tendance à développer encore plus d'usage au niveau des consommateurs? Et je suis convaincu que oui, parce qu'on a vu justement dans le cadre de certaines transactions au niveau des opérateurs mobile money, que quand les frais ont baissé, il y a eu de plus en plus de transactions. Donc, la problématique n'est pas liée au coût, elle est définitivement liée au volume. On doit pouvoir se poser les bonnes questions. Comment justement on peut arriver justement à développer ce volume? Il faut agir sur un certain nombre de leviers. Par contre, j'insiste sur le fait que même s'il faut agir sur les coûts, on peut le faire de façon équilibrée, de façon à s'assurer qu'on ne crée pas une distorsion au niveau du marché, de façon à s'assurer qu'on maintient la viabilité et la pérennisation financière du projet, et donc il peut être amené à le faire de façon progressive. Mais définitivement, la protection des consommateurs, ça doit définitivement passer par la réduction des coûts pour les plus pauvres. Merci. Un mot de la fin peut-être, Andrea? Oui, sur cette question qui est très difficile, je dirais que la loi est donc la protection libère, c'est-à-dire qu'elle nous permet de savoir ce qu'on ne peut pas faire, mais elle nous permet aussi de clarifier ce qu'on veut faire. Et donc, pour reprendre ce qu'a dit Jamelino, moi, je pense qu'il faut trouver la bonne proposition de valeur. Et la bonne proposition de valeur, c'est un équilibre, un dialogue entre le fait qu'on doit protéger, parce qu'encore une fois, si on endette des gens qui ont déjà du mal à finir à la fin de mois, on aura tous échoué, et un dialogue entre
enlever les frictions, faciliter l'adoption des usages, donc des choses accessibles, pas chères, où on ne pose pas 3 milliards de questions ou 3 milliards de documents pour le KYC. Donc, c'est peut-être une réponse de consultant ou de normand, mais il n'y a pas de réponse absolue. Je pense qu'il y a un dialogue à faire et que c'est la proposition de valeur et la finalité de votre projet qui va vous aider à mettre le curseur. Et j'espère qu'en Afrique, on pourra faire ce qu'en Asie-Pacifique et en Amérique latine, ça a été fait. On a des opérateurs de paiement inclusifs qui valent 5, 6, 10 milliards de dollars. Pourquoi eux et pas nous? Voilà. Anouk, si tu permets, vite pour que je rajoute, parce que j'ai essayé de regarder aussi sur le chat. Je sais qu'on a vu beaucoup de questions sur le statut du projet d'interopérabilité de BCAO et moi-même, en venant de l'UEMOA, je suis impliquée au maximum sur ce projet et j'attends avec impatience l'interopérabilité. Malheureusement, on ne peut pas répondre à la place de la BCAO. Tout ce que je peux dire, c'est que le projet est en cours et nous attendons de célébrer l'interopérabilité dans l'UEMOA cette année. Parfait, merci Sabine, merci à tous les trois. Notre webinaire est maintenant terminé. Donc, un grand merci à nos 3 intervenants pour cet échange passionnant et merci à toute l'audience pour votre participation active dans le chat. Je vous invite maintenant à vous rendre sur Portail FinDev pour retrouver des articles de blog, des offres d'emploi, événements, webinaires, publications sur la microfinance et la finance inclusive et à vous abonner à notre newsletter pour recevoir toutes ces informations directement dans votre boîte mail. Je vous invite également à suivre le travail d'Africanenda sur leur site internet, donc le site apparaît à l'écran, et à les contacter directement à l'adresse info@africanenda.org. Nous vous enverrons directement par email l'enregistrement de ce webinaire ainsi que la présentation PowerPoint d'ici 48 heures. Et on vous invite également à répondre à notre sondage qui apparaîtra à l'écran pour nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour un autre webinaire. Merci. Merci, bye bye. Bye.